La paresse, comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité. Goût pour l'oisiveté. Shalom, Salam, salut. salut à tous pour cet épisode spécial sur la vie légère, la paresse. La paresse. Vraiment. Peut-on être paresseux quand on est entrepreneur? Bon, écoute, moi personnellement, comme je dis aux gens, je pense que c'est mon plus gros défaut. Je suis très paresseux, vraiment. Mais quelque part, c'est peut-être la paresse qui fait que je cherche le moindre effort. Donc tu essaies d'être productif, tu vois. Tu essaies de trouver des solutions qui te font dépenser un peu moins d'efforts, qui font peut-être de toi un entrepreneur plus ingénieux. Donc ça peut être un truc intéressant, hein, mais c'est clair que c'est difficile de rester paresseux tout le temps. Je pense que c'est plus ça. Je sais pas si toi tu partages, mais à mon avis... Alors, je sais pas de quel type de paresse tu parles. Moi, les moments où je me sens, on va dire, paresseux, c'est plus de la Ouais. paresse mentale et pas paresse physique. Ah, c'est pas genre tu te sens à rien faire, mais... Ouais, non, c'est plus, j'ai le sentiment que, on va dire que j'esquive ce qui devrait être important, ce qui devrait être la priorité. Donc, quand tu fais le point le soir, tu dis... Je tu sais que ça, là, voilà. j'aurais dû faire. Alors que d'un œil extérieur, factuellement, tu as fait des choses. Oui. Non, oui, c'est ça. C'est pas l'oisiveté totale. C'est pas genre tu fais rien. C'est ça. C'est la paresse. Pour toi, c'est vraiment, oui, quand tu ne fais pas les choses qui devraient être faites. En fait, quand tu es... D'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode productivité. Ah, et lifestyle, là, Ouais. qu'on avait fait avec Philippe Simo, qu'on vous mettra dans la barre. Hein. Commencez pas. On va mettre dans la barre. Ça me fait penser à ça parce qu'on parlait beaucoup des priorités. Oui. Et donc, quand tu es entrepreneur, tu es obligé d'avoir des priorités, que ce soit dans ta Parce que tu as 15 000 sujets. dans Quelle ta que soit la taille, tu as journée, toujours dans des ta trucs à faire. semaine, dans ton mois. Donc, je pense que si tu commences pas par faire tes priorités, certains diront, bon, tu as déjà travaillé, mais moi, je trouve que c'est une paresse intellectuelle. Ah, c'est une excuse. Tu dirais que c'est pas la quantité de travail abattu, c'est l'importance C'est du un peu travail. la flemme, en fait, finalement. Paresse, c'est littéralement la flemme. On est pile dans le thème, mais c'est intéressant parce que du coup, est-ce que toi, tu trouves que c'est corrélé à quel point les choses sont importantes, à quel point elles sont dures à faire pour toi? Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des choses qui sont importantes, mais qui en fait ne soient pas dures à faire, mais tu as juste la flemme de le faire? Très intéressant, ouais. Ouais, non, souvent, de plus en plus, les choses où je me dis, mais tiens, là, j'ai eu la paresse, c'est pas des choses dures. C'est pas dur, tu vois. Souvent, les gens pensent que c'est toujours les choses dures que tu as la paresse de Non, faire. mais c'est que parfois, tu dis, j'ai pas de valeur à ajouter là-dessus, ça devrait pas être moi qui le fais. Tu vois? Et ça, je le partage tellement. Le truc de pourquoi c'est encore moi qui dois faire ça, ou genre tu prends pas un plaisir. Peut-être c'est des trucs des fois tu prends pas de plaisir à le faire. Exactement, ouais. C'est plus ça, je pense. Hein. Mais tu te retrouves dans une situation, après, certains diront que c'est parce que tu es mauvais manager ou quoi, mais dans une situation où tu dis, si ça, je le fais pas, personne ne le fera. Amen. Ouais, parce que un truc qu'on dit pas souvent, c'est que l'entrepreneur, et un jour, on m'avait expliqué d'ailleurs, pour une fois que je peux le citer, je crois que c'est Oussama qui nous a appris ça dans le coup d'état. C'est que le CEO, contrairement aux autres co-founders, tu fais toutes les tâches que les autres ne peuvent pas faire. C'est-à-dire le boss, le numéro 1, et c'est ce que des fois les gens ne voient pas, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est un des mythes d'entrepreneurs qui me tue, c'est se dire l'entrepreneur, tu choisis de faire ce qui te plaît. Alors que non, plus t'es... Alors l'entrepreneur n'est pas toujours le CEO, hein, on a déjà parlé de ça, on a un bel épisode 10 là-dessus, qu'on mettra aussi, sur tu peux être numéro 2. Mais il y a quand même le point principal que beaucoup de gens négligent, que oui, quand tu es le CEO, le numéro 1, il y a des choses que tu sais que personne d'autre peut faire, donc c'est toi qui le fais. Tu es un peu le bouche-trou, moi j'appelle ça. Tu es celui qui est le couteau suisse quand on n'a pas de couvert, tu vois, quand on n'a pas les outils. Et ça peut être très ingrat et il faut pouvoir l'accepter parce que tu fais beaucoup de travail invisible. Exactement, et c'est ce qui te donne l'impression des fois que les gens... Toi, tu as l'impression d'être un super-homme, du coup. Et ça me fait une petite transition d'ailleurs maintenant auquel je pense. En tant qu'Africain, je tiens à dire maintenant pour la première fois qu'il y a un truc qui m'est venu, c'est qu'avant, je ne comprenais pas pourquoi les darons africains étaient vénères quand leurs enfants dormaient tard. Ou, tu sais, genre,
Même pendant les vacances. Pendant les vacances, là, t'as l'impression que ton enfant ne fout rien, qu'il est paresseux. Tu vois ce truc-là. Maintenant, je le comprends. Depuis mon chien, Eren. Eren, faut faire une apparition, s'il te plaît. Viens. Comme. Non, tu veux pas te montrer. Bon, il est calé ici, là. Viens, mon chien. Comme. Non, il comprend pas. Et il se dit pourquoi on m'appelle. Bon. Depuis que j'ai mon chien, il y a des moments où j'ai le seum contre mon chien. C'est-à-dire quoi? Tu dis quoi? Il dort trop? Il vit sa vie, quoi. En fait, il a... Mais toi, t'es bizarre. C'est très bizarre. Ah non, mais en fait, je t'explique pourquoi. Non, en fait, c'est très marrant. Ah, tu es dans le péché de la jalousie. Je sais pas, voilà, bonne question. Est-ce que c'est de l'envie? Mais en fait, quand je pense à la paresse, c'est parce que c'est pas quand il like, il fait des choses, qu'il vit sa vie, qu'il joue, j'ai pas ce sentiment. C'est quand je le vois ne rien faire ou être oisif. C'est un début de jalousie, un mix avec de la paresse où tu te dis putain, j'aimerais avoir cette vie-là. D'ailleurs, je l'appelle, enfin, ma ménagère l'appelle Monsieur Bonheur. Elle l'appelle Monsieur Bonheur parce que en fait, il chill quoi. Il mange, il chie, il dort. De temps en temps, il joue. Tu vois, c'est quand même pas mal, tu vois. Et je pense que je me demande si en tant qu'entrepreneur, des fois, t'as pas ça sur tes employés. T'as pas c'est pas de l'envie, c'est pas de la jalousie, mais c'est plus en mode vous avez une pas vous avez une belle vie, mais tu te dis ouais, les trucs relous, c'est toujours pour toi. Non, comment dire? Ça a pu arriver de penser ça, mais c'est plus en ce qui concerne l'employé, ça va plus être ce que je vais trouver dommage, c'est quand l'employé est dans un cas de paresse, mais qu'il ne s'en rend pas compte. Ah, ça tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que sous couvert de... on a toujours fait comme ça. Ou c'est ouais, comme ça. voilà. C'est comme ça. Ou tu vois, c'est juste une pause comme ça, etc. Mais moi, dans la tête, je sais... Ça paraît encore intellectuel. Il doit délivrer. Ouais. Je sais le timing dans lequel il est. Et donc, je sais qu'en fait... Il va pas y arriver. Il va pas y arriver. Et donc, du coup, c'est comme une paresse. En fait, à ce moment-là, la personne est dans un moins bien, tu vois. Mais je pense que, en plus, dans ces moments-là, c'est pas forcément parce que tu vas aller parler à la personne là tout de suite que ça a changé. Ça va changer. Ouais, c'est pas en le secouant. Et c'est ça qui est terrible. Comme les darons africains qui viennent te réveiller en pensant que ça va changer quelque chose, mais en fait, non, c'est toute une philosophie, toute une explication. Tu vas attendre au moment justement où la personne est censée délivrer pour avoir cette discussion-là. Après, on n'utilise pas forcément le mot paresse avec des équipes. Bien sûr. Parce que déjà, ça peut être vu comme insultant. Mais c'est insultant parce qu'ils travaillent. Oui, voilà. C'est ça, c'est l'opposé de la paresse. Mais... Oui. Et puis après, l'employé aussi va souvent faire la comparaison ou alors peut-être mettre en avant les moments où il a été plus que, où il a fait plus que... qui t'a attendu. Voilà, tu vois. Mais oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Donc, il y a cette compensation parfois qui est faite. Donc, tu ne peux pas toujours savoir ce qu'il y a dans la tête d'une autre personne, tu vois. Donc... Non, c'est sûr. Moi, c'est juste que des fois, je les envie. Enfin, je pense que, comme tu dis, c'est l'envie. C'est plus que de la paresse. C'est... Moi, je sais qu'il y a des choses importantes que je dois faire. Et comme tu dis, vraiment, c'est que je prends pas... La paresse, je la sens le plus quand c'est un truc que je prends pas de plaisir à faire. Tu vois, ça ne m'apporte aucun plaisir. Typiquement, des fois, c'est des trucs... Moi, mes co-founders rigolaient beaucoup. Avant, quand je disais que j'aimais pas la presse. Ou que j'aimais pas aller, par exemple... Même les investisseurs. Je suis pas fan. Je passe pas un bon moment quand je vais... genre pitcher un investisseur. C'est pas un bon moment pour moi. Pourtant, je le fais très bien. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, ça revient à ce que tu disais, c'est que par définition, si tu es entrepreneur, si tu es CEO, tu dois savoir qu'il y a un bon pourcentage de choses que tu n'aimes pas que tu dois faire. Mais après, les gens vont dire, oui, mais on a dit qu'il faut faire des choses qu'on aime, etc. Oui, mais tu aimes la mission, tu aimes la vision. Amen. Tu n'aimes pas le le chemin, voilà. C'est pas égal à... Il y a des tâches que forcément, t'aimes un peu moins, quoi. Ouais. Mais je voulais parler d'un autre type de paresse aussi. C'est, tu sais, quand qui peut être très dangereux, c'est quand tu arrêtes d'apprendre. Alors ça, c'est le pire, c'est quand tu restes dans ta zone de confort. Oui, parce que quand tu es l'entrepreneur, tu étudies le game, en tout cas
pour ceux qui vont loin, c'est des gens qui étudient le game Constamment. Constamment. Qui lisent des choses. Tu comprends. Voilà, tu es toujours. Et puis, quand ça fonctionne, tu commences à avoir d'autres problèmes, d'autres trucs à gérer qui te semblent prioritaires. Les équipes, les clients, le process, etc. Et donc, c'est mathématique. Tu as moins de temps pour aller étudier. Et ça, et en plus, ce que je viens de dire, c'est comme si je trouvais des excuses déjà par avant. Oui, tu as commencé par dire toutes les raisons pour lesquelles c'est de plus en plus dur. C'est ça. C'est vrai. alors que tu dois, en tout cas de ce qu'on voit quand on a les témoignages de ceux qui vont très loin, c'est que l'apprentissage reste une priorité, même si ça devient, c'est toujours, enfin ça devient dur de fur et à mesure. Donc, est-ce que c'est un truc que tu ressens? Est-ce que tu as le sentiment parfois de stagner dans tes skills? C'est très intéressant parce que ça, c'est vraiment le truc où moi, tu le décris. En fait, je le vois chez mes associés plus que je le vois chez moi. Pas parce que... Parce que, en fait, moi, c'est limite le plaisir d'entreprendre pour moi est dans l'apprentissage. Donc, du coup, là où je peux le voir, c'est que je peux reconnaître qu'il y a des domaines où on sait qu'on est moins bon. Par exemple, moi, ça me demande énormément d'efforts de savoir mettre des formes. De mettre des formes dans ce que je dis, dans ce que je pense, parce que factuellement, je peux prouver que j'ai raison. Donc, mettre la forme pour que la personne l'accepte, c'est un effort supplémentaire. Mais c'est mes associés qui me font remarquer. Ils me disent, mais Moulay, tu es capable de le faire. C'est juste que j'ai la paresse de le faire. C'est vraiment pas du tout un truc où, genre, je sais pas le faire. C'est-à-dire, si jamais tu me demandes de dire la même chose à un client, je peux. Mais quand c'est des gens où je considère, comme tu as dit, que ils ont les mêmes intérêts que moi, ils sont alignés, ils devraient savoir, ça me demande un effort où j'ai plus de mal. Sur l'apprentissage continu, je suis là parce que, en fait, moi, j'ai des routines. Je suis un mec de routine. Donc, typiquement, je vais sur Twitter, par exemple, que quand je suis aux toilettes, par exemple, quand je suis dans des trucs de moment ou de downtime. Et mon Twitter est une source d'apprentissage continu. Donc, même si je n'ai pas l'impression d'apprendre... Maintenant, les gens auront une image visuelle quand ils verront tes tweets. Oui, c'est vrai. Voilà, toilette, vraiment, moitié du temps, tu me vois. Mais en plus, je tweete rarement. En plus, si tu regardes bien, je retweete beaucoup, mais je ne mets pas de contenu. Twitter, je suis un plus grand consommateur de tweets. Et mes associés d'ailleurs se foutent de ma gueule parce qu'ils disent qu'on a un groupe WhatsApp où j'envoie quasiment tous les soirs un lien d'un tweet, un article. Ils me disent, mais en fait, Moulay, pourquoi c'est toujours après de 22h que toi, tu fais ton apprentissage? Pourquoi c'est pas en journée? Ce qu'ils me disent, mais en fait, le lendemain, on se lève toujours avec genre une to-do de trucs à lire. Mais toi, tu parles de ce type d'apprentissage. Moi, j'évoquais l'apprentissage, comment on appelle ça? Apprentissage conscient. Genre planifié. Ouais, planifié. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, moi, j'ai envie de faire un module spécialisé pour aller plus loin dans la compréhension de la finance d'entreprise. Oui, tu m'en as parlé, c'est vrai. Ouais. Mais c'est un truc, j'ai reporté, celui que je veux faire, il y a des dates précises, tu vois. Et donc, après, je passe à autre chose, etc. Donc, ça passe. Et donc, après, forcément, tu trouves, tu as toujours un truc à faire. Mais je trouve que c'est de la paresse intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tes actions sont pas en phase avec les ambitions que tu as, tu peux, 9 fois sur 10, associer ça à de la paresse. Non, c'est deep, parce que ce que tu décris, j'avoue, je pense que beaucoup de gens ne le voient pas comme de la paresse. Les gens le voient comme étant un manque de discipline. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Oui, mais je rebondis alors sur ce que tu disais, c'est que c'est pas que tu peux pas le faire. Enfin, ouais, c'est une question. C'est très... Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est un truc... Les gens vont... En fait, la paresse, le défaut le péché capital de la paresse, les gens le voient quand tu ne fais pas le travail. Donc, le minimum. En fait, je pense que ce que tu décris, c'est une différence entre ce qui est attendu de toi, genre ta job description, limite dans ta vie, c'est quoi ta job description? En gros, en tant que moi, Kai, je suis à la fois CEO de Totem, mais je suis aussi un père, je suis aussi un compagnon. Voilà, je suis un ami. Voilà ma job description pour chacun des rôles. Et les gens associent la paresse à ne pas faire ta job description. Alors que ce que toi, tu décris, c'est ma job description aujourd'hui, mais il y a des choses dedans que je n'arrive pas à faire, où je voudrais avoir dans la job description telle tâche en plus, telle compétence en plus, mais il faut que je rajoute un effort. Et je pense que ça,
c'est là où pour moi, ça devient un peu plus de la discipline. Parce qu'en fait, tant que tu fais ce qui est attendu de toi, on va dire, mais toi, tu es quelqu'un, dans tous les cas, tel que je te connais, tu as une barre toujours assez élevée de ce que tu dois être. Mais pour moi, justement, c'est intéressant que tu utilises le terme discipline parce que, justement, ta discipline, là, et ta paresse, là. Oui, c'est l'opposé. Oui, c'est l'opposé. Exactement. Donc, finalement, quelque part, on dit la même chose. Exactement. Si tu as de la paresse, c'est que tu manques de discipline. Tu manques de discipline. Alors que moi, je le vois comme étant, tu peux avoir beaucoup de paresse et beaucoup de discipline. L'un n'est pas au détriment de l'autre. Tu vois, c'est ça où je veux dire. Là où, en fait, le problème de voir les deux comme étant la face d'un même truc. Mais pas dans la même chose alors. Des fois, en fait, je pense que tu peux avoir beaucoup de discipline dans quelque chose. Voilà. Et beaucoup de paresse dans une autre chose. Dans autre chose. Mais je pense que la même chose. Je pense que même toi, en tant qu'individu, moi, par exemple, je me vois comme quelqu'un de très paresseux, mais avec une discipline qui est drivée par mes hautes exigences. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je te décris souvent, quand on en a parlé même dans l'épisode productivité, là, dont on parle beaucoup, et je pense vraiment traite beaucoup de ce sujet, sur la procrastination et tout ce que j'ai comme méthode, 80% du temps, le plus dur pour moi, c'est de commencer. Tu vois, je suis pas du tout le gars qui va avoir le problème de finir. Jamais. Mais par contre, pour commencer une tâche, frérot, patate. En fait, je dois limite me surprendre. Genre, c'est intéressant parce que beaucoup ont l'inverse. Ils arrivent à facilement commencer. Exactement. Mais la paresse pour terminer. Exactement. Alors que moi, ma paresse, elle se joue beaucoup dans le départ. Donc, ouais. Non, vas-y, pardon. Ouais. Donc, dans la discipline, pour moi, elle est dans le commencer. Donc, je suis quelqu'un de paresseux sur le départ. Donc, en fait, si ça ne tenait qu'à moi, vraiment, ma vie idéale, tu sais, quand on décrit la vie de tu as assez d'argent, tu n'as plus besoin de travailler, moi, ma vie idéale, très honnêtement, n'inclut pas beaucoup de boulot. C'est-à-dire que ça inclut beaucoup de mangas, beaucoup de séries, comme tu peux voir, de livres. Jouer à la PlayStation, mais ça inclut pas. En fait, le travail, même si c'est quelque chose qui m'épanouit, n'est pas là où je prends le plus de plaisir. Alors que la discipline que j'ai est très forte parce que j'ai une très haute image de moi-même, je pense. Donc c'est un peu de l'orgueil peut-être que je dois justifier. Finalement, pas mal de péchés. Pas mal de péchés qui sont liés en fait. C'est qu'en fait, du coup, et l'un, du coup, balance un peu l'autre. Donc quand on parlera d'orgueil, c'est un truc qu'on verra, sûrement. C'est ce qui drive beaucoup ma discipline. Ou si on a parlé d'orgueil, puisqu'on ne sait pas dans quel ordre on va les faire. Exactement. C'est très important. Exactement. Donc très important, tu vois. Mais je pense que c'est ça la balance. Donc pour moi, tu as les deux. Je pense pas que quelqu'un qui soit paresseux n'est pas discipliné. Là où tu vois. Je vais peut-être te rejoindre. Ouais. Non, te rejoindre. Enfin, je sais pas, mais ça me fait penser à une réflexion. Un truc dont je parle souvent autour de moi, vie perso, vie pro, etc. Et que j'ai remarqué, qui fait vraiment la différence entre les bons et les très bons. Quand tu travailles sur un projet, effectivement, tu peux avoir plus ou moins de difficultés à te lancer. Ouais. Tu vas continuer, tu vas créer un momentum, tu vas aller, etc. Mais un projet réussi, il est réussi quand tu atteins 100% du projet. Et tu as beaucoup de gens qui se relâchent à 90%. Ouais. À la dernière ligne droite, c'est vrai. Voilà. Il manque le truc. Le truc en plus qui fait que c'est le... Il manque le truc et les gens, après c'est humain, se relâchent après ces efforts. Donc je te rejoins dans le sens où ils ont été disciplinés jusque-là. On a été, je me mets dedans, tu vois, discipliné jusque-là. Mais tu sais qu'il y a ce truc. Et parfois, ça va aussi avec... C'est là où c'est très dangereux. Ouais. Là où tu as raison, je pense, et pour le coup, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est moins dramatique qu'en tant qu'employé. Parce que je pense qu'en employé, c'est là où la carrière se joue. Moi, j'ai un manager qui me disait, et c'est vrai, quand on était chez Price, il m'avait dit un truc qui m'avait marqué à vie. Il m'a dit, ce qui fera que tu seras meilleur que le dernier, c'est pas entre 0 et 100, c'est ce que tu fais après le 100%. Lui m'avait dit ça comme ça, il m'avait dit, la tâche est done, mais ce qui va faire que le client va te préférer pour la prochaine mission, ce qui va faire que ce manager-là, il va vouloir t'avoir toi dans ton équipe sur un prochain client, c'est que il t'a demandé de faire tel tableau, mais toi, quand tu as fait le tableau était beau. Tu as pris un peu de temps pour qu'il soit clean, pour que les couleurs soient les couleurs du client. Mais c'est dingue, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que c'est dur d'utiliser paresse pour ça. Exactement. Tu vois, c'est pas de la paresse. C'est inconscient parce que ceux qui veulent apprendre, c'est juste parfois qu'ils ne savent pas. Exactement. Et parfois, ils ne savent pas. Et tu vois, c'est très important parce que, tu vois, comme je disais, je pense que c'est très important qu'on comprenne ça parce que pour moi, c'est là le péché capital. Quand tu as une culture entrepreneuriale grande, tu te rends compte que le péché capital de paresse n'est pas ce qui est assez classique, ne pas faire ton travail.
Les personnes en face de toi vont se dire être paresseux, c'est oisif. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus la paresse mentale. C'est plus, et même en tant qu'employé, hein, si tu as quelqu'un qui est pour moi, tu peux être ambitieux sans être entrepreneur. Et je le répète, c'est important parce qu'on ne le dit pas souvent. Beaucoup de salariés ont de l'ambition. Et ce qui fait que leur péché capital de paresse se voit, je pense que ce n'est jamais... Il y a beaucoup de gens, par exemple, que moi je connais, qui me disent, moi je bosse plus que tout le monde en temps d'heures. Je suis le premier au boulot, le dernier parti, mais je n'ai pas de promotion. Et là, tu le vois parce qu'en fait, c'est pas qu'ils sont paresseux, mais quand tu te mets à la place de leur boss ou l'entrepreneur, tu te rends compte qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qui fait que tu es le plus. Et ça demande un effort. Et c'est là la manière dont ton manager après te l'a expliqué, je trouve que c'est très intéressant. Je pense que les gens vont réagir en commentaire là-dessus. Et je voudrais savoir, est-ce que tu l'utilises, est-ce que tu as réutilisé du coup cette phrase? D'accord. En fait, moi, mes employés, souvent, je leur dis, quand c'est fait, je leur dis, idéalement, ça doit être fait avant la deadline. Parce que quand c'est fait, tu délivres le truc en plus. Tu fais le plus. Quand un créateur nous contacte en disant « Ok, j'arrive pas à vendre, comment faire ?» Tu peux lui dire factuellement « Ton produit est trop cher, voici les stats sur le produit est trop cher. » Tu peux lui dire factuellement « Tes photos, il n'y a pas de lumière, on voit pas les produits, c'est une chose. » Mais si tu fais l'effort, et je dis souvent à mes équipes, si tu fais l'effort d'aller regarder comment s'appellent ces produits, et de toi, avant de lui parler, de noter le nom de ton produit pour dire « Ce produit-là », et tu dis le nom du produit. Ton produit Margherita, ce produit-là, a du potentiel. Si tu parles du même produit en disant ton produit là, celui-là, tiens, je t'envoie le lien, l'impact que ça va avoir pour la personne en termes de persuasion, de conviction sur en fait, il connaît vraiment mes produits, il a vraiment regardé, est énorme. C'est comme quand tu vas voir je sais pas, un client ou un commercial qui va aller essayer de convaincre un client qui retient le nom de la réceptionniste, son prénom, ou le prénom de l'assistante. Ça fait toute la différence dans le process après et les gens les négligent. Exactement. Je pense que toi, tu as dû avoir dans plein de cas. Ouais, non, mais en fait, c'est vraiment dans ces détails que la différence se fait. Hein. C'est pour ça. Mais toi, tu vas plus loin parce que moi, je parlais de la différence entre les 95 et 100. Ouais. Toi, tu parles même entre le 100 et le 120. Exactement. Et c'est vrai que tu as raison. 95 et 100 est un peu plus violent. C'est plus dangereux même pour les gens. Parce qu'en fait, le 95-100, comme tu dis, il est très dangereux parce que c'est ce qui fait qu'on dit tu n'as pas fait ton travail et tu ne comprends pas. Oui, parce que tu as bossé, etc. Tu as bossé. Ouais. Mais pour le niveau, pour l'ambition que tu as, en fait, le 95 n'est pas suffisant. Ça me fait penser à une histoire. Tiens, je vais parler un peu de foot. Vas-y. Tu as dû entendre parler d'un joueur qui s'appelle Samir Nasri. Bien sûr, qui était la génération dorée avec Benzema. Très bien. Il y avait... Ouais. Il a arrêté sa carrière il n'y a pas longtemps et il racontait une anecdote. Lui, il était à Manchester City. Donc, il est à Manchester City et tu as Pep Guardiola qui arrive. Okay. Donc, Guardiola... La légende, l'entrepreneur. Entraîneur qui terrorise tout le monde. Enfin, lui, partout il va, ça gagne. Les gens se demandent... Donc, tes joueurs, tu as fait tout ce que tu as fait, tu es en tension, tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Ok. Il arrive, il dit... Alors que les gars, ils gagnaient déjà. Ils étaient champions d'Angleterre et tout ça. Mais bon, lui, il vient pour être champion d'Europe, champion du monde. Ouais, Champions League. Donc, il arrive et il leur dit, bon, déjà, votre poids de forme, c'est moi qui vais vous le donner. Oh. Pour moi, vous êtes tous en surpoids. What? Tous trop gros. Il est fou, lui, tout ça, tu vois, en plus des athlètes, etc. et tout. Et donc, il dit, je ne sais plus quel chiffre il a donné. Lui, son poids de forme, c'était... bon, non, lui, il dit qu'il avait exagéré parce qu'il était revenu en surpoids. En vacances, c'était... Ouais, c'était après les vacances. Il avait un peu kiffé la Voilà. Mais il dit, mais en même temps, c'est comme ça. Après, tu te prépares, puis t'es fit. Mais sauf que lui, le poids de forme qu'eux, ils avaient, jusque-là, il voulait 3 kilos en moins. Et il a dit que si tu n'as pas ton poids de forme, tu ne t'entraînes pas avec l'équipe. Tu t'entraînes pas avec l'équipe. Tu fais quoi? Tu joues avec les jeunes, quoi. Non. Et donc, lui, en plus, comme il avait il a dû rester vraiment à part. Il était avec Yaya Touré, d'ailleurs. Et donc, il s'entraîne à part et tout, machin. Il dit, en plus, Samir Nasri, il râle beaucoup. Donc, il dit, vas-y, je vais faire son truc. Mais bon, bref. Et il dit, finalement, il a atteint le poids qu'il lui a dit. Le moins 3 kilos. Il a réintégré.
Il dit, mais par contre, quand je suis arrivé sur le terrain, jamais été aussi vite. Je volais. Sérieux? Il dit, je volais. C'est-à-dire, j'interceptais les balles. J'étais, tu vois. Donc, sans parler de l'aspect psychologique, tactique du gars, c'est en gros... Il a su mettre la barre du 100% au bon endroit. Voilà, c'est ça. En fait, non, pour moi, c'est plus dans ce que tu disais, c'est le 100%. Je pense que c'est le poids qu'ils avaient tous en tête, que le préparateur physique avait avant et tout ça. Mais lui, il leur a dit, c'est bien, vous êtes à 100%, mais chez moi, votre 100% là, c'est pas assez. C'est pas ça. En fait, chez moi, la barre a bougé. À 115. Voilà. Tu vois, la barre a bougé, tu vois. Putain. Donc, surtout, tu mets déjà, tu vois, le cadre. Et donc, du coup, là où ça en vient à la paresse, c'est que tu étais dans un confort, dans une habitude depuis des années. Yes. Tu sais que c'est ça. Et toi, c'est comme si tu dis à tes enfants, c'est 9h qu'il faut être au bureau. Et puis tu arrives et tu dis non, chez moi, maintenant c'est 7h30. Et j'en perds. Bam. Donc t'en perds. Il y a certains que tu perds, il y a certains que tu trucs, tu vois. Et tu vois, un truc qui est très intéressant dans la paresse que j'avais lu quand on a fait un peu la recherche, quand tu décris ce qui est vrai, c'est que le plus gros danger de la paresse n'est pas... Parce qu'on parle beaucoup d'ici du long terme. Tu vois, c'est toi et moi, on dit beaucoup aux gens, voyez sur le long terme, soyez constant. Ouais. L'un des dangers de la paresse, c'est quand tu deviens... Au quotidien. Voilà, quand tu deviens enfant de ta routine. Un peu comme Samir Nasri qui dit, mon poids, ça a toujours été ça. Si toi, tu dis, ma routine, c'est ça, il y a un truc dont nous, je trouve que d'ailleurs, tu voulais qu'on en parle, on n'a pas trouvé quel épisode de le faire, mais c'est peut-être le moment, le crunch time. Le moment où tu es, toi, dans un appel d'offres. Moi, je suis en levée de fonds, j'ai pas la même vie que j'ai le reste de l'année. Exactement, ouais. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça, parce que des gens me disent, mais pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que même ma barre du normal change. C'est-à-dire que à ce moment-là, ne viens plus me dire que c'est normal. Moi, mes employés, par exemple, ils peuvent témoigner. Quand je suis en levée de fonds, je leur dis, normalement, je suis un gars, quand vous postez et que vous me taguez sur Basecamp, je réponds toujours. Mais là, je leur dis, je ne répondrai plus. Si vous voulez m'avoir maintenant, il faut m'écrire sur WhatsApp et vous m'envoyez le lien du Basecamp où je suis tagué. C'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, j'explique pas assez mes moments d'indisponibilité. Non, il faut l'expliquer, parce que sinon, les gens, ils ont l'impression que tu es inconstant. Ça crée un truc où ils disent... Mais en fait, des fois, ils nous calculent, des fois, ils ne nous calculent pas. Exactement, c'est vrai. Non, c'est très intéressant. Et c'est le danger, parce que c'est de la paresse. Hein. Moi, tu sais pourquoi j'ai développé ça, c'est l'un des coachs qu'on a eu là pour nous aider à nous développer, la Fly de Nest qui nous a accompagnés, qui m'a fait remarquer ça. Il m'a dit, mais Moulay, pour toi, c'est évident, parce que toi, tu élèves ta barre d'exigence. Mais les autres n'ont pas l'habitude de voir des barres changer. Et si la barre, tu la changes sans communiquer à la personne en face, surtout tes équipes, parce que vous courez ensemble, en fait. Sauf que toi, d'un coup, tu accélères le rythme, et tout le monde s'est dit, bon, c'est Moulay qui fait son Moulay. Ouais. Non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, moi, j'explique pas. Tu sais, tu parlais des trucs qu'on voit pas, qu'il faut venir corriger ici et là. Et c'est beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que je n'ai pas le temps d'expliquer parfois. Les équipes vont même penser que je suis pas forcément sur un sujet. Sur un dossier. Mais en fait, je suis sur le sujet, je vais aller voir le sujet, etc. Je lis, je corrige, je vais. Et parfois, en fait, pour pas trop embrouiller, je vais juste contacter une personne en disant, tu vois, sur ta partie, regarde ça. Pense ça, etc. Tu vois. Et effectivement, en période d'appel d'offres, je vais beaucoup avoir ça. Oui, je vais avoir. Et les gens ne le voient pas ailleurs. Non, ils le voient pas. Mais surtout, ceux qui sont concernés dans l'appel d'offres, ils n'arrivent pas à le voir, ils le sentent. Mais les autres, ils voient juste que je réponds pas au T'es moins dispo sur l'ongoing, sur le jeu. ClickUp, ouais. Nous, on utilise ClickUp. Ah, ClickUp, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, et ça, c'est un exemple de... Alors, c'est pas de la paresse, encore une fois. Mais quelque part, si, parce qu'en fait, ta routine devient ton excuse. Oui, c'est ça très dangereux dans la paresse. Ouais. Et alors que ta routine peut inclure peut-être de la paresse inconsciente. Ouais. Tu vois, parce que parce que c'est une routine. C'est une routine. Et le truc, c'est que des fois, ta routine est bonne pour un rythme de croisière, mais quand tu es dans la tempête, tu peux plus avoir ta routine. Et je pense qu'on parle de saison de la vie de l'entrepreneuriat. Il y a des saisons, oui, où la paresse peut te faire plus de dégâts qu'ailleurs. C'est-à-dire que quand tu es... parce qu'en plus, tu sais, la vérité, c'est que tu nous vois là. Franchement, cet épisode, j'aime beaucoup parce que pour une fois, on est à l'aise, on est couché. Moi, je suis à l'aise. Les gens ont... Flemme, tu vois. Flemme, tu vois. Depuis, vous me voyez dans le canapé, les gens remarquent que de plus en plus, d'épisodes, le canapé, je m'enfonce, je dirais rien. Mais c'est cool. Tu vois, franchement, quand tu as fait beaucoup,
quand tu t'es beaucoup donné, quand tu t'as fait énormément d'efforts, tu as toujours des moments où tu as envie de... Tu sais, comme tu dis, on est humain. Je pense que c'est aussi le thème qu'on a aujourd'hui, humain sur humain. Tu as des moments où tu veux juste relâcher. Tu sais, il faut récupérer, il faut se reposer. Deux choses différentes. Ça, on en a déjà parlé. C'est un truc qui est important, comme je rappelle aux gens. Ça, je n'associerais pas la paresse. À la paresse. Mais des fois, moi, je me sens coupable de paresse quand je le fais. Oui. Ah oui, ça, c'est intéressant. Oui, j'ai bien dû sûr, apprendre à valoriser mon temps de repos. Avant, en tant qu'entrepreneur, il y a un danger, et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes, c'est que des fois, surtout quand tu commences, tu vois chaque downtime, chaque repos comme une perte. Alors que j'ai réalisé que des fois, j'étais juste... Mon associé Kader est meilleur que moi là-dedans, parce que lui, c'est ce qui me fait remarquer, il m'a dit, mais Moulay, je suis tellement plus sharp quand je prends le temps de bien dormir. Lui-même, il voit la différence. Moi, quand j'ai fait ma retraite spirituelle, et après, quand j'ai vraiment eu ma période là de jeûne pendant 21 jours, je peux quantifier que j'étais plus vif spirituellement. Mais quand je ne le suis pas, je ne me rends pas forcément compte que ça me demande un effort de faire attention à tous ces cadres-là, de me reposer, de prendre du temps pour moi, de manière générale. Et je le vis comme de la paresse. Parce que des fois, quand tu prends soin de toi, tu te dis juste « Oh, je suis mes envies, c'est facile. » Alors que la boîte a besoin de toi. Donc, je pense qu'il y a aussi, en tant qu'entrepreneur, tu as le péché capital de la paresse qui est rester dans ta zone de confort. Ouais. Mais tu as aussi... Tu peux stagner. Alors que le monde autour change, surtout dans notre monde actuel. On parle de ChatGPT là de temps en temps, on parle de plein de trucs. Si tu stagnes, tu meurs. Mais justement, juste par rapport à l'environnement, c'est pour ça que je parle de paresse intellectuelle. C'est, tu sais que tu dois te mettre à jour, exact, mais tu le fais pas. Tu vois, oui, tu c'est là où tu le reportes, tu te dis, faudra que je me... Et ça, c'est très dangereux parce que extrêmement. Après, tu retournes dans ta routine et puis le monde avance tellement vite que tu te dis, ah ouais, bon, je vais peut-être regarder qu'est-ce qui se passe sur TikTok, alors que ça fait 4 ans, tu vois, que tu dois aller, tu vois. Et chacun dans son domaine doit avoir ça. C'est pour ça que je pense que c'est important quand tu es dans un domaine d'identifier peut-être des personnes qui sont également dans ton domaine pour que vous puissiez vous challenger. Peut-être que c'est pas quelqu'un de ton entreprise, c'est vrai. Mais ça te permet en fait de sortir de ta routine. Voilà, de ta routine, parce que lui, il est en train d'apprendre sur ce truc-là. Donc, forcément, tu vas aussi te mettre dessus. Tu vois, c'est comme pour le sport. J'avoue, c'est là où l'entourage joue beaucoup encore. On en revient toujours à l'entourage. J'avoue, on a fait l'épisode d'entourage déjà, non? Oui, important. Ouais, mais je pense que il va falloir en fait, beaucoup de choses reviennent à l'entourage. Et c'est un bon outil. C'est vrai que c'est un levier. Moi, l'entourage, et ça, même mes associés, comme je disais, c'est avec eux que je sens le plus quand je suis paresseux. Parce que c'est eux qui me tiennent à un niveau d'exigence et me disent, Moulay, tu es capable de mettre la forme, arrête. Genre, des fois, je suis là, oh, mais c'est bon, j'ai été clair. Non, tu sais que tu as été direct, mais tu n'as pas été clair. Tu as été direct, tu as dit ce que tu avais à dire, mais tu n'as pas fait l'effort qui fait que tu sais que les gens vont comprendre. Surtout qu'en vrai, moi, Enfin, à un moment, tu dois reconnaître que, comme tu dis, tu as la capacité de savoir ce que tu devrais faire. Et plus tu avances dans l'entrepreneuriat, plus c'est fréquent. Plus tu as des choses, comme tu dis, où tu sais que tu dois le faire. C'est des trucs importants. Souvent, c'est pas urgent. C'est ça qui est dangereux. C'est que c'est comme... Alors, je recommande de lire le livre Priorité aux priorités de Stephen R. Covey sur vraiment gérer les priorités, où il t'explique, oui, tu as le cadran. Mais vous avez dit, c'est le cadran d'Eisenhower, là. Ouais. Où tu as important, urgent. Ouais, important, urgent. Non important, non urgent. Important, non urgent. Et que du coup, tu as souvent des trucs importants et urgents en permanence. Et que si tu as trop d'importants et urgents, c'est que ou tu as mal travaillé avant pour gérer les trucs importants et ils sont devenus trop urgents, ou au contraire, tu as essayé des trucs urgents à avoir une apparence d'importance. Ou alors, tu n'as pas su déléguer au bon moment. Parce que parfois, il y a des trucs qui sont importants. Parfois, tu as la paresse de déléguer. Oh, c'est un effort, ouais. Parce que c'est un effort. Parce qu'il faut préparer la délégation. Exactement. Mais tu vois, moi, ça arrive tu vois, le dimanche, je me dis, ok, je sais que ce truc-là, si je délègue pas, ça va me retomber dessus, ça va pourrir toute ma semaine. Donc, je me pose et je fais un mail à 3 personnes. Je dis, écoutez, j'étais à Kinshasa, il y a ce truc que j'ai initié et tout. Donc, vous n'êtes pas au courant et tout. Voilà, je vous explique toute la situation. Donc, il faudra qu'administrativement, toi, tu vas voir, ça va tomber dessus, ça va tomber dessus, ça va tomber dessus. Donc, quand ils arrivent, ils disent, ah ouais, d'accord, ok, on a compris. Donc, ils sont déjà prêts. À donc, quand moi,
le gars de Kin ou quoi me relance, Tu je balances. peux dire, Ouais. tu peux voir un tel, il est au courant, un Alors. tel, il est au courant, tu vois. Mais c'est un Parce effort. que oui, c'est un vrai effort. Maintenant, pour conclure Ouais. sur ce péché, ce qu'on voulait faire, c'est de dire peut-être quels sont les risques si on se laisse aller à ce péché capital. Putain. Bah, le risque, dans tous les cas, dans mon cas d'une startup, c'est encore plus évident parce que nous, on doit tout le temps innover dans tous les cas et le business model en construction. Le risque, c'est que tu peux avoir une situation où tu crois même pas. Enfin, tu crois, la situation est pas mal, tu as un plan, mais si tu ne te prépares pas, le moment où tu es évalué, parce qu'en fait, tu vas être évalué au bout d'un moment quand tu fais ta prochaine levée de fonds. Quand tu as ton prochain board avec tes invests, tu es pris par surprise parce que tu n'as pas préparé le truc que tu savais qu'il va t'arriver. Moi, par exemple, aujourd'hui, je passe quand même un temps significatif à bien comprendre qu'est-ce qu'il y a en termes de ML et de machine learning que nous, on peut appliquer. Parce que l'AI est vraiment devenu un truc où je dois le mettre dans ma stratégie de façon core. Avant, c'était un truc qui, moi, m'intéressait de loin. Mais maintenant, je ne peux plus être intéressé de loin parce que tout le monde en parle. Comme il y a beaucoup de... Attends. Quand tu dis avant, c'est quand? Parce que là, tu as changé d'avis en une semaine? Ouais. Mais t'es un fouteur. Attends, ça fait des mois que tu me dis, mais arrête de me parler d'intelligence artificielle. Et là, tu es en train de me dire, oui, ça doit... Mais là, maintenant, je prends ça comme un... Non, mais... Quel escroc. Non, mais en fait, escroquerie parce que les gens, ils vont t'écouter en disant, ah ouais, il a anticipé le truc, oui, l'intelligence artificielle, il le met dans sa stratégie. Le gars, il me dit, je vois pas ce que ça va changer. Mais en fait, non, je vois... Qu'est-ce qui a été le déclic? Exactement. Alors, en fait, une petite discrétion. Voilà, digression. En fait, le déclic vient souvent de... moi, le déclic, c'est quand je t'ai partagé... J'ai mis dans le groupe Telegram, quand Shopify a, vendu toute leur division logistique à Flexport et a licencié des gens en disant, il faut qu'on se recentre et avec l'AI, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'on fasse pour être à la hauteur. Shopify est quand même l'une des boîtes que moi, j'admire le plus, objectivement. Et le fait qu'il fasse beaucoup de logistique avant, bah tiens, ça, il a finalement décidé de se réveiller, la RN. Ça va manger, la vie est belle, tranquille, tu kiffes. Bon. Du coup, quand tu vois des gens que tu admires s'éloigner d'une stratégie que toi, tu as pris, parce qu'en fait, quand nous, on a mis beaucoup de logistique il y a 2 ans, on voit que Shopify faisait pareil. Donc, ça te confirme. Quand tu vois que des trucs que depuis, on te dit, et que eux essaient de prendre de l'avance, parce qu'à leur niveau, c'est quand même risqué. Tu vois, ils ne peuvent pas juste dire l'AI... ils pourraient dire j'attends. Ils pourraient faire comme beaucoup de boîtes et te mettre un peu d'AI dans la description des produits et puis salut, au revoir. Mais si tu dis ils licencient des gens, ils enlèvent des divisions entières de leur boîte, c'est quand même plus fort. Parce que c'est-à-dire que moi, demain, les investisseurs vont m'en parler. Ils vont me dire, mais t'as vu que Shopify, maintenant, ils font plus de logistique, pourquoi tu continues à en faire? Tu vois? Et comme j'ai dit dans le groupe Telegram, du coup, parce que c'est dans le groupe Telegram que j'en ai parlé, je disais, moi, quand c'est arrivé, j'ai pris l'après-midi, j'étais en train de regarder dans le vide. J'étais en train de me dire, bon, là, il y a un moment où ce sujet qui était important... Et là, tu n'aurais pas pu m'envoyer une note vocale en disant, Kaï, t'avais raison, en fait. Ça a l'air important, cette histoire. Non, c'est important, mais en fait, c'est juste que je sais... Le problème, c'est que si je t'envoie une note vocale, tu m'aurais dit, OK, il faut qu'on en parle, et je n'avais rien à dire. Oui, non, mais après, il faut faire tes devoirs, étudier et tout ça. Non, mais c'était la parenthèse. Exact. Mais c'était intéressant. Et, la différence, c'est là. Le danger est là. Ouais, le danger est là. C'est que l'environnement ne t'attendra pas. Ouais, c'est clair. L'entrepreneur, tu es face au marché. Tu as beaucoup d'autres paramètres, mais le marché n'attend pas. Et le marché bougera toujours. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de dire on est comme des requins dans l'eau. Le requin, s'il reste immobile, il meurt. On n'est pas, on peut pas être là calé. Je sais pas, moi, il y a très peu de poissons d'ailleurs qui restent immobiles. J'ai regardé ça un peu, c'est rare. Ils sont toujours en léger mouvement, même si c'est en flottaison. De toute façon, on le dit, hein, je crois que dans les cas des startups, mais également d'entreprises, soit tu grandis, soit tu meurs. Et c'est ça qui est très dur. Rester sur place, ça n'existe pas. C'est très dur. Parce qu'en fait, surtout que tôt ou tard, l'environnement va changer. Tes clients vont te lâcher un jour. Si tu restes stagne, ils vont te lâcher. Exactement. Tes employés, à un moment, ils vont peut-être partir. Eux aussi, ils restent trop là, ils vont s'ennuyer. Il faut... Donc, le mouvement doit venir et dans tous les niveaux. En tant qu'entrepreneur, et je pense que c'est ça que peu de gens peut-être se rendent compte, le péché capital de paresse entrepreneuriat, c'est que ça te rend statique dans un monde dynamique. Exactement. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, bah du coup, c'est quoi Monsieur Mo, l'autorité du mot? Non, mais est-ce qu'on ne va pas plutôt demander des témoignages, savoir quels sont les cas, voilà,
quelles sont les situations dans lesquelles vous vous sentez paresseux. Ouais. Peut-être comment vous vous soignez. Et puis aussi voir si dans les exemples qu'on a cités, d'expérience, est-ce qu'il y a des sujets que peut-être vous aurez aimé qu'on creuse plus? Oui, c'est vrai. C'est l'occasion pourrait, dans cette série, c'est de se dire, ben, là, on a passé quand même les 30, on va aller vers les 40. Qu'est-ce que les gens veulent voir qu'on creuse? Parce que, Ouais, tu vois, là, on n'a pas beaucoup, tu sais, je me rends compte, ouais, on aurait peut-être dû creuser. Un épisode sur le timing, j'aimerais bien peut-être moins. Tu vois, un truc Ou Human versus Superhuman, est-ce qu'on est obligé d'être des machines. des machines? Voilà, donc dites-nous en commentaire. Ouais. Et puis voilà, on a hâte de lire vos retours. Tu veux quand même un mot du coup? Ouais, ils peuvent prendre paresse, comme tu... Paresse, bon. Ou comme je dis souvent, c'est le marché, tout le dynamisme, tu vois, genre qui nous montre s'ils ont conscience, même un salarié doit se voir dans un marché, c'est juste le marché du travail. Donc, est-ce qu'il se pose des questions là-dessus? Il se pose des questions d'être paresseux, de rester dans une routine. L'ennemi, c'est la routine. Routine is the enemy. Alors que si on parle de productivité demain, je vais dire la routine est ton allié. Les gens vont m'insulter encore. Trop de paradoxes. Merci. Bon, les amis, on vous attend en commentaire. Abonnez-vous. Important, Abonnez-vous. là. Likez. On vous attend. Voilà. À la prochaine. À la prochaine.